Bien, on va reprendre, si vous le voulez bien, le cours de cette journée avec un entretien mené par Bianca Concolino, qui est maîtresse de conférences en langue et littérature italienne à l'université de Poitiers, qui est spécialiste au départ plutôt de littérature de la Renaissance, je crois, et de théâtre comique au XVIIe, mais qui a beaucoup de cordes à son arc. Et donc qui va s'entretenir avec Lisa Ginsburg, que vous avez peut-être entendu hier, puisque vous étiez là pour la journée de bruit de langue, qui est donc italienne, qui vous avez étudié la philosophie avant de devenir traductrice. Vous avez vécu à Paris aussi et publié notamment 2 romans traduits en français chez Verdier, Au pays qui te ressemble en 2019 et Sous ma carapace en 2023. Et je crois qu'il va surtout être question de ce deuxième roman, il me semble, Sous ma carapace. Voilà, donc je vous laisse la parole à toutes les deux. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup aux organisateurs qui ont eu la bonne idée d'imaginer cette journée pour justement clôturer la manifestation du bruit des langues cette année. Et merci à toutes celles et ceux qui ont fait beaucoup de choses pour rendre cette journée possible. Alors, effectivement, on voudrait parler d'un des romans, de 3 romans, on va dire, dernier roman de Lisa Ginsburg, Sous ma carapace, qui a un titre un peu différent en italien, qui est Carapace, et on reviendra sur le titre qui propose un jeu de mots qu'on ne peut pas traduire en français, mais qui est donc intéressant après à interpréter. Alors, moi, je propose à vous et à Lisa, surtout, de faire une petite présentation du sujet de son livre, Carapace, donc Sous ma carapace, sous son contrôle. Donc, tu as le droit de m'interrompre et de me corriger à n'importe quel moment. Et justement, pour mettre en évidence des pistes, des réflexions autour justement du thème qui nous intéresse, de la thématique qui nous intéresse, la latence, dans ces romans surtout, mais on verra qu'il y a aussi les autres romans, un tout petit peu, on en a déjà parlé hier, mais donc on va essayer vraiment d'approfondir cette thématique. Alors, le roman, donc Sous ma carapace, aborde l'analyse qui est proposée de façon vraiment fouillée, je dirais, profonde et surtout très fouillée, sur les liens qui unissent 2 petites filles qui sont 2 sœurs et qui, Maddalena et Nina, donc on verra, c'est une déclination, on l'a un peu dit déjà, mais enfin, juste comme ça, en passant hier, une déclination, à mon avis, intéressante du thème des jumeaux, jumelles, parce qu'elles sont très proches d'âge et sont 1 année d'écart entre elles. Alors, cette situation justement d'analyse d'un lien si profond et si important pour les 2 petites filles, pour les 2 jeunes filles, est les biais pour un récit intimiste qui révèle un mal-être, quand même vraiment une sorte de tristesse, une sorte anche parfois même du désespoir, qui est dissimulé, surtout pour une des sœurs, sur une carapace. Et là, il y aura justement un jeu de mots qu'on va analyser dans un instant. En fait, malgré des différences évidentes, notables, importantes, les 2 sœurs, Maddalena, l'aînée, appelée Maddi, parce qu'elle ne veut pas justement qu'on prononce en français son diminutif, parce qu'à un certain moment, elle va habiter à Paris. Maddalena, donc dite Maddi, et Nina, sa cadette, sont 2 sœurs qu'on pourrait vraiment qualifier, avec un mot qu'on utilise couramment aujourd'hui, fusionnel. Et voilà pourquoi on pourrait imaginer d'analyser aussi le thème des jumeaux. Seulement, en dehors d'une beauté physique exceptionnelle pour toutes les 2, elles sont toutes les 2 très belles, beauté héritée par leur mère, et aussi un goût très prononcé pour le sport, qui est donc une sorte de
de valeurs importantes dans leur vie parce qu'elles trouvent une rigueur, vraiment un rythme de vie qui leur convient. Donc le sport, la discipline sportive, leur caractère est tout à fait aux antipodes. Maddy est de nature introvertie, alors que Nina a tendance à vouloir attirer l'attention. Donc Nina explose souvent. Par contre, Maddy prend sur elle. Mais Maddy raconte depuis le début que cette différence entre les deux sœurs, effectivement, permet à l'une d'elles, Nina, de manifester ce qui en fait est aussi le mal-être, justement, dont Maddy aussi souffre. Et par exemple, à page 23, il y a un voyage en voiture avec leur père, avec Seba. Donc les deux petites filles sont dans la voiture. Il y a un moment effectivement d'embarras réciproque et le père met de la musique à fond pour qu'il n'y ait pas le silence, justement, pour que voilà, on puisse pas avoir l'impression de n'avoir rien à se dire. Et Nina intervient de façon très, très, très violente. Hein. Elle dit de baisser les volumes. Elle n'aime pas donc une violence. Et voilà ce qu'elle dit Maddy, la narratrice. Mais ce n'était pas la tension qui comptait, plutôt la violence que mettait Nina à déverser sa douleur. Sa façon de se mettre en scène, en rejetant l'excès, en rejetant à l'extérieur ce qu'elle ne parvenait pas à maîtriser intérieurement. Et peu importait si c'est elle qui se lamentait, jamais moi. Ces scènes exprimaient notre tristesse à toutes les deux. Ma sœur était mon mégaphone. Donc, en fait, Nina exprime ce que Maddy ne peut ou ne veut pas exprimer. Qu'est-ce qu'il y a donc qui provoque ces mal-être? C'est une absence. L'absence est due à l'absence. Donc l'absence est surtout une conséquence de la trahison amoureuse de leur mère Gloria, qui décide à un certain moment, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, de quitter le père des deux jeunes filles, Seba, lequel à son tour fera en sorte d'éloigner la mère Gloria de Maddalena et de Nina. C'est-à-dire, elle fait payer à sa femme le fait d'avoir été coupable justement de briser leur ménage, leur famille. Mais lui aussi, il n'est pas en mesure de s'occuper de ses filles. Donc les deux filles se retrouvent, comme est dit à un certain moment, avec une formule, je trouve très poignante, orphelines sans l'être vraiment. Donc et voilà, donc là aussi, disons, l'éloignement des parents, hein, pour des raisons différentes, provoque vraiment une augmentation de façon vraiment importante, intensive de ces liens. D'habitude, les parents, ils essayent un peu à certains moments de séparer les enfants, non? Parce que là, par contre, l'éloignement des parents provoque de plus en plus ces liens absolument, vraiment, de plus en plus, comme on disait, fusionnels. Après avoir vu se succéder un certain nombre de nounous, de gouvernantes, de babysitters, arrive donc une jeune fille qui est la nouvelle gouvernante française, Mylène. Et vraiment, elle est formidable, non? Et c'est elle qui va enseigner la discipline du sport, non? Elle va donner un peu ce point de repère qui sera finalement un des rares points de repère que les deux petites filles vont avoir. Donc, elle assume à merveille le rôle d'assistante familiale. Et c'est là qu'il y a le deuxième un peu trauma pour les filles, parce qu'à un certain moment, Seba et Gloria, puisque tout fonctionne, décident de prendre un appartement pour les deux filles, hein, justement, et de les laisser un peu vivre leur vie avec Mylène. Donc, ce binôme, ce couple de deux petites filles devient un triangle avec l'arrivée de Mylène.
Et donc, Maddie et Nina, en plus d'être les deux faces d'une même médaille, comme elles disent à un certain moment, vont bientôt donc être, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, orphelines sans lettres et assument petit à petit leur vie, justement, avec d'abord une étrangère, mais qui devient de plus en plus importante. Alors, à un certain moment, et c'est donc le deuxième volet du roman, Maddie a grandi, Nina aussi, et donc de nos jours, la narratrice vit à Paris, Nina à New York, et ils sont donc éloignés l'une de l'autre, enfin. Donc, et là, comment dire, l'effet miroir, n'est-ce pas, l'opposition dans cette identité, c'est tout à fait confirmé, c'est tout à fait encore valable, puisque Maddie a une vie parfaite, lisse, très bien organisée. Elle a un mari, donc elle habite à Paris, elle a un mari français, elle a 2 enfants, donc tout se passe bien, très bien, peut-être même trop bien. Elle a construit justement une carapace que en italien peut être aussi carapace et qui veut vouloir peut-être dire 2 choses. Carapace, c'est la paix qui est tellement chère pour moi, qui est précieuse pour moi, mais aussi qui m'a coûté très cher. Carapace. Donc, ça, c'est une des questions que j'aimerais te poser là tout à l'heure. Voilà, donc, avec son jeu de mots, carapace évoque aussi la carapace de la tortue, qui a été aussi l'animal de compagnie, donc un peu le totem de Maddie et de Nina quand était jeune petite fille. À un certain moment, donc, Maddie décide d'aller à Rome. Rome, c'est sa ville, la ville où elle a grandi, la ville où elle a vécu aussi, donc, cette déchirure de l'absence, surtout de sa mère, de Gloria. Elle parle, toujours dans la citation qu'on a lue tout à l'heure, de gouffre, pour désigner vraiment l'abîme, le manque, le vide vertigineux qu'elle a connu au moment où Gloria s'est séparée justement de ses filles. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive dans ces retours à Rome? D'abord, il y a une dualité, un binôme qui se construit autour de 2 villes. D'un côté, Paris, bien ordonné, bien rangé, à l'image de Maddie, de l'autre côté Rome, qui est un peu bouillonnante, un peu moins bien organisée. On peut dire ça parce que toutes les deux, en fait, on connaît Rome et on connaît Paris. Donc, effectivement, il y a aussi un peu cette dualité, ce double regard. Et à Rome, en voyant à nouveau pour la première fois les lieux où elle a grandi, Maddie comprend jusqu'à quel point cette volonté de se construire une carapace lui a coûté tellement cher. Vraiment, réalise à quel point, justement, cette discipline qu'elle s'est auto-imposée a dû vraiment lui coûter vraiment très cher. Et la question est celle-ci, qui vient un peu au lecteur, lectrice à ces moments, mais Maddie, est-elle vraiment heureuse? L'a jamais été vraiment? Ou c'est toute une illusion? On parlait ce matin, on a cité à plusieurs reprises les titres dans des romans d'Oliver Rosenthal, La femme sur le fil. Et c'est un peu ça l'image, n'est-ce pas? Je pensais justement à Maddie, elle se tient en équilibre, elle essaye de ne pas regarder en bas, parce que si elle regarde en bas, qui sait qu'est-ce qui peut arriver, mais elle a toujours peur de faire effectivement un pas en trop. Et à ce moment-là, elle se rend compte aussi que tout ce qu'elle a fait jusque-là n'a pas tellement, comment dire, été fait pour aller mieux, mais plutôt pour ne pas penser à comment elle pourrait se sentir si elle regardait les choses en face.
Et je voudrais juste, vraiment, si vous permettez, ouvrir une parenthèse sur celle qui est une définition de la latence, donc qui est le thème sur lequel on peut construire une discussion maintenant sur le livre, qui est donnée par Freud, qui a défini une période de développement qui permet de sortir des turbulences de l'enfance, pendant laquelle de nombreuses opérations psychiques soutiennent les mois de l'enfance, l'organisation du mois de l'enfant. Elle serait un entre-deux, donc vraiment un moment de trêve d'une certaine façon, une sorte de parenthèse qui favorise un mouvement d'attente, de suspension, de remaniement et de réorganisation entre l'adolescence et l'âge adulte. À Rome, donc, à la fin de son parcours d'introspection, Madi doit se poser une question. Est-ce que jusque-là, la carapace qui l'a protégée, la carapace qui l'a protégée jusque-là plutôt, peut encore lui servir, ou elle commence sérieusement à se fissurer? Donc moi, je voudrais demander à Lisa Ginsburg, qui a vraiment écrit de façon, je trouve, magistrale, ce ressenti terrible du vide, du désespoir, de la tristesse, de la part de deux jeunes, très jeunes filles, si, à son avis, c'est justement ça, parce qu'on verra après comment Madi va résoudre un peu cette question qu'elle se pose et comment elle va essayer de se dire que peut-être, voilà, elle a encore du chemin à faire. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci Bianca Concolino qui vraiment a fait un résumé splendide. Je n'ai plus rien à dire. Non. Alors, je pense que sûrement elle est une femme sur le fil. Je pense que les individus sur le fil sont plusieurs et peut-être dans tous les récits, il y a un côté qui a à voir avec l'abîme de quelque chose qui n'est pas résolu, qui n'est pas regardé au fond. Dans ce sens, on peut même théoriser qu'il y a toujours un côté latent dans chaque histoire. Mais pour rester à Suma Carapace, sûrement, j'ai imaginé tout d'abord, parce que quand on écrit un roman, on a des premières visions, ce sont comme un peu des visions, des images. Et moi, au moins, je commence à travailler avec des premières images. La première, c'était vraiment l'idée d'une femme, parce que c'est Madi, la première qui est venue, qui se trouve au milieu du chemin à 40 ans ou 45, mais voilà, qui a une vie bourgeoise, tout va bien, comme tu as très bien décrit. Et quelque chose du passé revient d'une façon aveugle et commence à l'interpeller. Elle doit regarder quelque chose de son passé qu'il n'a pas regardé jusqu'à ce moment-là. Et presque que sa vie se trouve dans une crise, c'est-à-dire ça devient tout d'un coup absolument urgent d'aller regarder ces coins qui est resté silencieux, caché, refoulé. Donc, la première phrase que j'ai écrite, je ne sais pas, dans la traduction française, je ne me souviens pas, mais en italien, c'est « Decido che assolutamente devo andare a Roma ». Je dois aller à Rome. Je dois aller à Rome. Voilà. Donc, il y a un impératif qui a à voir avec une nécessité psychique, presque. Alors, je pense que peut-être latence, c'est aussi quelque chose qui après se manifeste avec cette urgence. Et cette urgence, c'était le départ. Et donc, quelque chose a été latent pendant toute sa vie adulte, des jeunes femmes qui se marient, qui font des enfants, qui construit une vie appropriée, même si elle a une sœur inquiète qui vit au-delà de l'océan à New York. Et les deux se partent tout le temps. Et c'est comme un peu un rappel, un souvenir de ces côtés plus compliqués de leur enfance. Mais sinon, pour elle, ça devient un impératif existentiel presque, voilà. Donc son voyage physique, son retour à Rome en tant que lieu d'origine, lieu du crime, on peut dire, lieu où tout est arrivé,
c'est un peu quelque chose d'incontournable. Elle ne peut pas ne pas écouter cet impératif. Elle a un mari mûr, doux, qui la comprend, qui sent lui aussi l'urgence de ses voyages. C'est un peu un voyage symbolique, bien sûr, mais c'est pendant les voyages qu'elle arrive à faire un saut qu'on pourrait définir presque un saut quantique. Vraiment, c'est un grand saut ouais, vers les vides, mais aussi de l'avant. C'est-à-dire, elle grandit. Pour revenir à la citation de Freud que tu as lue, c'est presque si elle devient femme après ses voyages. Dans mes yeux, c'était un peu ça. Après, j'ai laissé un final un peu ouvert. Mais c'est vrai que dans mon imagination d'écrivain de cette histoire, elle devient femme. C'est un peu comme un voyage initiatique. Elle devient femme après ses retours à l'enfance. Un voyage à l'arrière. Ouais. Reculer pour mieux sauter. Ouais. Tout à fait. Exactement. Alors, justement, donc à la fin de ces voyages, comme elle dit Elisa, initiatique, mais justement parce qu'elle est nourrie par cette introspection qui a donc été à son tour inspirée par les voyages dans son passé, elle est très différente. Alors, justement, le rapport avec son mari, c'est un rapport très intéressant parce que son mari et une amie, Leila, sont les deux seules personnes à qui elle a parlé de son passé. Et d'ailleurs, on est déjà dans la deuxième partie, dans ton livre, l'amie, justement, Leila, fait une remarque intéressante. Elle dit « Ah, mais quelle histoire! Je sentais bien qu'il y avait un abîme derrière ton apparence paisible et disciplinée. Maintenant, je comprends pourquoi. » Donc c'est très bien, je pense que c'est une phrase vraiment, une clé de lecture dans les livres, cette remarque de son amie Leila, qui est complètement différente par rapport à elle. Elle a toute une autre façon de concevoir sa vie, mais elle s'est rendue compte qu'il y avait trop de perfection dans la vie de Maddy, qu'elle appelle Madeleine. Et ça aussi, peut-être, c'est un indice, parce que à Paris, on l'appelle Madeleine. Donc, on a traduit son prénom en français. On a enlevé le diminutif qui pourrait justement être un peu bizarre dans la langue française. Ça deviendrait Maddy, alors que c'est Maddy, hein, justement, le diminutif de Madeleine. Et donc, on lui donne, effectivement, on lui attribue au moins une autre personnalité, hein, que forcément, elle ne se reconnaît peut-être pas du tout, mais qu'elle est contente de montrer aux autres. Alors, qu'est-ce qui se passe après ce voyage, justement? Donc, Maddy se laisse aller pour la première fois. Une fois qu'elle a fait ses retours en arrière, elle va de l'avant et donc elle trompe son mari, elle a une aventure avec un jeune homme, donc plus jeune qu'elle. Et donc ça, effectivement, ça donne une autre image d'elle, surtout à la narratrice, surtout à la protagoniste, qui revient de Rome. Apparemment, rien n'a changé. Elle retrouve sa maison comme elle l'avait laissée, Pierre, son mari, qui l'attend, les deux enfants qui ont le même problème du quotidien, etc. Tout est comme elle l'avait laissé, sauf qu'elle n'est pas du tout la même. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc ça, c'est la question aussi qu'elle se pose. Comment elle va cohabiter avec cette nouvelle image d'elle-même? À qui elle pourrait en parler? Alors, d'abord, peut-être, elle pourrait faire comme elle a toujours fait. Elle dit, le garder pour moi, ces secrets, cette aventure qu'elle a eue, cette expérience, cette nouvelle image d'elle-même. Protégée par ma carapace. Carapace. Je n'y arrive pas. Donc, effectivement, pour la première fois, elle se rend compte qu'elle ne peut pas garder tout ça pour elle. Leila écoutera mon récit, peut-être. Peut-être aussi qu'elle essuiera mes larmes parce qu'elle est mon amie et qu'elle sait faire ça. Je ne crois pas qu'elle formulera des jugements ni qu'elle me donnera des conseils.
D'ailleurs, il n'y a rien à commenter, ni à conseiller, juste attendre que ça passe. Cher paix, carapace. Cette carapace qu'il avait protégée et qui n'est plus là, finalement, une fois que la carapace s'est fissurée. Donc, toute la protection qu'on avait l'habitude d'avoir n'existe plus. Donc, elle doit faire un peu, maintenant, elle doit reconsidérer sa vie. Et évidemment, la question se pose, Maddy, maintenant, est-elle beaucoup plus semblable à sa sœur? Finalement, la distance caractérielle, la distance aussi de regard sur la vie était si profonde, où c'était justement une façon qu'elle avait Maddy de garder pour elle les côtés tranquilles pour permettre à sa sœur de manifester toute la souffrance qu'elle n'arrivait pas à montrer. Et maintenant que cette souffrance, elle a été d'une certaine façon guérie, elle peut se permettre peut-être de rassembler à sa sœur. D'ailleurs, elle dit, confiée à Nina, à sa chaleureuse hospitalité d'âme et de sourdonnée et de sœur, une histoire dont il aurait été plus normal qu'elle lui arriva à elle et qui, au contraire, m'est arrivée à moi. Alors, je voudrais demander, c'est super de pouvoir demander à l'auteur si ce qu'on pense, c'est vrai, ça c'est génial. Quand je travaille sur la Renaissance, je ne peux pas le faire. Je peux dire ce que je veux. De toute façon, l'auteur n'est pas là. Voilà. Bah. Mais là, je profite de la chance. Donc, c'est vrai que maintenant, elle est prête à être un peu comme sa sœur. Oui et non. Disons, de mon point de vue, ce n'était pas ça vraiment le noyau de... Alors, Maddy va à Rome. Bon, vous ne lirez jamais le livre parce que vous savez tout comment se termine. Bon, va à Rome, elle trompe son mari. Mais la question de tromper le mari, pour moi, elle a scandalisé des lecteurs italiens assez... Voilà, mais pas tous, heureusement. Mais pour moi, c'était symbolique, disons. Ce n'est pas important, le fait qu'elle fait l'amour avec un type comme ça. C'est une aventure dans tous les sens du mot. Mais, pour moi, la question était symbolique dans le sens que ce n'est pas tellement lié à sa sœur, plutôt à leur mère. Disons, ces voyages de Maddy, c'est un voyage vers l'histoire d'enfance où il y a une mère qui est partie. Au début, tu as dit que la mère est partie parce qu'elle était amoureuse d'un homme. Ce n'est pas vraiment comme ça. La mère est partie, elle était une femme étrangère. Elle n'était pas italienne, elle était argentine. Donc, elle avait un malaise en tant qu'étrangère. Elle n'arrivait pas à se situer dans la famille. Elle n'était pas heureuse avec les pères des filles. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas partie pour une question, là aussi, de trahison ou d'adultère, etc. Elle est partie parce qu'elle n'était pas à l'aise, elle souffrait beaucoup. Alors, pour Maddy, ce voyage en Italie, revenir de nouveau sur la scène du crime, ça veut dire côtoyer et même se plonger dans la blessure maternelle, qui était latente pendant toute sa vie des jeunes femmes qui créent une famille, on peut dire ça. Alors, dans ma lecture, mais la tienne est très importante, bien sûr, mais dans ma lecture, la fin, ce n'est pas tellement... Bien sûr, il y a sa sœur, il y a cette symbiose de sœurs qui aura une nouvelle saison parce que Maddy a découvert quelque chose qui aurait pu arriver à sa sœur et qui arrivait à elle. Bien sûr, tout ce que tu dis est vrai. Mais dans ma lecture des personnes qui ont créé cette histoire, c'était plutôt une nouvelle saison de sa vie parce qu'elle a compris profondément l'histoire de sa mère. Où tout avait commencé, en fait, avec l'absence de sa mère. Alors, par rapport au thème de cette journée de la latence que je trouve formidable par rapport à l'écriture, moi, je pense que parfois, on est agi. Et la latence existe dans le sens qu'on est agi, même en tant que créateur d'artistes, on est agi par des forces qu'on n'a pas vraiment comprises. Alors, du moment où on arrive vraiment à découvrir ce qui s'est passé, par exemple, dans le passé, ou ce qui se passe dans les profondeurs de nous,
Après, ce qui devient patent et plus latent nous amène dans une autre dimension. Mais tout ce qui a été jusqu'à ce moment-là est très important et très créatif, même dans son côté latent. Je veux dire que toute l'enfance de Maddy et Nina, toute l'histoire jusqu'à la fin, jusqu'à ces voyages de l'âge adulte, est très riche, même dans sa latence. Il y a quelque chose de très riche, de très presque alchimique, voilà. C'est presque comme on est dans l'alchimie de quelque chose où vraiment on est dans les mélanges des éléments et quelque chose n'est pas encore né, comme Freud disait dans les brebis que tu as lues, mais la citation, mais c'est très riche, c'est très dense. Alors, c'est comme si à la fin, Maddy a démêlé cette histoire, a démêlé les fils de l'histoire. Maintenant, il est dans ses mains. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ça que je trouve. C'est sûr que le rapport avec sa sœur va changer, mais de mon point de vue, c'est plutôt avoir coupé cette manque de compréhension de l'histoire de la mère. Voilà. Et alors voilà, on parlait tout à l'heure, on parlait même avec Jean-Charles de la suspension, de l'interruption, même avec Julien, parce que justement on a fait référence ce matin à son essai sur le point de suspension. Donc tout ce qui reste à imaginer, à comprendre pour le lecteur, la lectrice. Et là aussi, donc il y a une suspension à la fin du roman, hein, quand elle dit peut-être, donc j'irai la voir, ma sœur, peut-être, on verra demain. Donc finalement, c'est quelque chose qui reste à interpréter. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut, à chaque lecteur, à chaque lectrice, ça peut donner une idée ou une autre. Oui, moi je pense que tous les romans qui sont des bons romans sont un peu comme ça. C'est-à-dire, même quand tu as un récit très clair et qui se déploie d'une manière évidente, etc., toi, en tant que lecteur, tu peux imaginer d'autres choses. Récemment, j'ai lu une chose très, très belle de Kafka qui parlait de la photographie et disait, quand je regarde une photo, après, je ferme les yeux et ce qui compte, c'est tout ce qui arrive quand je ferme les yeux après avoir regardé une photo. Et je pense que quand une lecture est une vraie lecture, et peut-être une écriture est vraiment un roman à une force, c'est ça qui doit arriver. C'est-à-dire, là, j'ai laissé un final ouvert. Bien sûr, chaque lecteur peut imaginer qu'est-ce que ça va arriver. Mais je trouve que ça arrive même avec des romans où la fin est claire. Tu dois continuer à imaginer, tu dois fermer les yeux, avoir une version à toi. Ouais. C'est ce qui dit Pasolini à la fin du film de Decameron. Il dit pourquoi tourner un film, pourquoi montrer une histoire quand c'est tellement beau de l'imaginer. En fait, donc c'est vrai. Je veux dire, chacun peut imaginer. On va les imaginer. Ouais. Non, mais l'imaginer, Godard aussi disait un peu quelque chose, non? Comme ça, quand il disait une image, c'est jamais une image juste, hein, c'est juste une image. Après, tout le reste, c'est derrière, c'est ce qui peut suggérer, c'est ce qui peut en fait faire revivre dans l'imaginaire, justement, de la personne qui la voit. Je voulais te poser une question vraiment un peu plus linguistique, vraiment par curiosité. Carapace, est-ce que tu es parti du mot en deux mots, donc carapace, ma chère paix, on pourrait dire en français, ou tu as pensé à il carapace de la tortue, de la tartaruga, je dis en italien il carapace ou la carapace de la tortue? Non, c'est arrivé par hasard, un hasard qui n'est pas un hasard, mais comme il y avait la tortue qui revenait, alors j'ai pensé à cette image, comme tu as très bien dit, c'est-à-dire du carapace qui protège, qui crée aussi un filtre de protection émotionnelle par rapport à quelque chose qui fait mal. Alors, il y avait les carapaces de la tortue, tout d'abord. À un moment donné, j'étais déjà à 2/3 de la première version de l'écriture. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu couper en deux les mots. Et en italien, est carapace, cher paix. Donc, je l'ai coupé en deux dans un moment où Maddy parle avec soi-même. Elle dit carapace, 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 carapace. Alors, j'ai séparé les mots
Et là, c'est un peu un monde qui s'est ouvert parce que je me suis rendu compte que c'était un peu l'essence du roman. C'est-à-dire, c'était une histoire de protection, d'autoprotection très forte, mais il y avait aussi l'idée, comme tu as dit, la paix qui coûte cher, la paix qui c'est une conquête, donc on peut la bénir aussi, cara pace, santa pace, on dit en italien aussi. Donc il y avait les doubles sens. Et alors j'ai pensé que c'était les titres, mais ce n'était pas une décision a priori du tout. Et le point de départ, pour toi, c'était le ressenti de deux petites filles, hein, cette idée de deux filles Les qui points sont... de départ, c'était plutôt Maddy qui était Maddy, plus voilà. mal à l'aise avec soi-même, qui regardait cette sœur Kassoul, plus jeune, très belle et très libre dans s'exprimer comme elle voulait. Et elle était mal à l'aise, plus timide, plus introvertie, etc. Mais donc l'idée, c'était de faire une fille et son contraire, un peu son image. Oui, disons, après j'avais différente. déjà pensé qu'elle souffrait, que c'était deux filles qui avaient Son une reflet enfance au très dure. miroir. Oui, oui. Mm. Donc je voulais parler de ce qui est être sœur, même dans des conditions qui sont compliquées. Parce que le numéro 2 rend plus fort, parce que devant cette tragédie qu'elles ont vécue, le fait d'être deux, ça peut d'une certaine façon protéger davantage. Peut-être que cette coquille finalement que Maddy a construit d'une certaine façon est plus efficace parce qu'elle a à côté sa sœur qui parle pour elle, qui exprime pour elle ses sentiments. Ou pas. Oui, après, ils m'ont demandé plusieurs fois, est-ce que tu es plutôt elle ou l'autre? Et moi, j'y réponds toujours, ni l'une ni l'autre, mais en même temps, on est toujours de facettes d'une même nature, disons. Bien sûr, dans ces cas-là, c'était une symbiose, donc une relation de sœurs, mais je pense qu'on a dedans nous toujours deux côtés de la même nature. On a deux frères ou deux sœurs dedans nous, même si on est des fils uniques. Ouais. Justement, tu parlais hier, on a été un peu, enfin, on a dû plutôt s'interrompre hier parce qu'après le temps était limité. Mais tu parlais de la latence aussi comme une plume cachée, qui est le titre de ton dernier roman, qui n'est pas encore traduit. Et c'est donc quelque chose de fragile, un peu, hein, n'est-ce pas, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe et qui tout d'un coup, peut-être, vraiment presque par hasard, peut se libérer et donc peut changer, en fait, peut se matérialiser et, à l'occurrence, dans ces romans, peut changer notre vie. Donc maintenant que tu as écrit ces livres, Una piuma nascosta, une plume cachée, tu revois différemment ce roman, Sous ma carapace, ou c'est effectivement le même constat que tu te fais? Je me suis rendu compte qu'il y a une seule chose en commun, mais c'est une chose importante, c'est-à-dire ce sont des histoires où le passé revient, et revient en tant que latent, c'est-à-dire quelque chose qui n'a été vraiment regardé entièrement et qui... Alors, un des romans les plus bouleversants que j'ai lus dans les dernières, je sais pas, 30 ans, 20 ans, je sais pas, je pense que plusieurs de vous les connaissent, c'est les romans Austerlitz de Sebald. Vous les connaissez? Voilà. Et là, vous savez, c'est une histoire où le passé revient d'une manière bouleversante. C'est un trauma qui revient. Et moi, j'ai trouvé un roman extraordinaire, vraiment. Alors, ce n'est pas que j'étais consciente de l'action que ces romans ont exercée sur moi, mais quand j'écris les deux, dans la longue durée, disons, le temps passe et tu te rends compte des choses que tu as écrites lentement, grâce au lecteur, aux rencontres, au dialogue, etc. Je me suis rendu compte que ces schémas m'avaient vraiment touché profondément, c'est-à-dire, ce sont des événements beaucoup plus tragiques qu'Austerlitz raconte, mais l'idée que le passé agit d'une manière justement latente et qui te conduit à faire des choix des autres. Et à un moment donné, tu dois revenir parce que si tu ne regardes pas le passé, c'est le passé qui s'impose, voilà, qui presque prend possession de toi et fait des dommages. Donc, il faut à un moment donné regarder ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu, bien sûr, le principe de la psychanalyse, c'est-à-dire il faut savoir regarder les choses, autrement les choses nous tuent un peu. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, j'aurais encore plein de questions, mais peut-être quelqu'un voudrait poser une question? Oui. Comme ça, ok. Bonjour et merci pour cette rencontre, c'est trop intéressant. J'ai pas encore lu le livre, mais je l'ai et j'ai pour projet de le lire rapidement. Et vous avez un peu parlé de la relation entre les sœurs et aussi de l'individualité de Maddy qui est explorée dans ce livre. Moi, j'ai grandi avec 3 frères et sœurs, et ma mère, elle nous disait tout le temps que la famille, c'était le lieu où on s'autorisait à être nous tout entiers, avec nos défauts. Et du coup, je me demandais si pour vous, explorer Maddy dans son contexte familial, c'était aussi un outil comme une toile de fond pour pouvoir explorer toute sa complexité et pour pouvoir montrer encore plus facilement tous ces différents aspects de sa personnalité. Merci. Votre mère vous a dit une belle chose en disant, je trouve que c'est bien de dire ça aussi. Parce que dans l'histoire que j'ai inventée, c'est vrai qu'il y a une des sœurs, Nina, l'autre de laquelle on a moins parlé, qui s'autorise à être soi-même dans tous les aspects, même les plus violents. Et l'autre, Maddy, qui se réprime, disons, à une sorte de principe de réalité interne qui dit non, je dois être sage, je dois contrôler, je dois gérer l'inquiétude de ma sœur. Et là, j'ai remarqué que c'est un peu un jeu de rôle, disons une distinction de rôle qui arrive souvent dans les familles, où il y a un qui est, voilà, qui s'autorise, qui s'exprime, qui peut tout faire, et l'autre qui équilibré, etc. Et dans la longue durée, c'est plutôt le deuxième, l'équilibré, qui a plus de problèmes dans l'âge adulte, parce que de toute façon, c'est bien de s'exprimer, voilà, c'est bien. Alors parfois, dans les familles, on s'exprime trop et ça peut arriver quelque chose de violent aussi, mais c'est vrai que je trouve pédagogiquement sain pouvoir dire soit qui tu sens d'être, soit ne rassure pas les adultes, par exemple. Ça, c'est typique. Il y a un des enfants qui a tendance à rassurer et qui est peut-être parfois celui qui doit préoccuper le plus. Voilà. Donc pour moi, bien sûr, l'effet d'avoir un couple de sœurs, disons deux côtés d'une nature féminine très différents l'un de l'autre, m'a aidé à pouvoir nuancer beaucoup. Si c'était un seul, c'était peut-être plus compliqué. L'effet d'avoir une relation si intime et même parfois un peu déchirante parce que le contexte est triste, m'a aidé à approfondir, bien sûr. Oui. Merci. Pour rebondir sur Naïs et d'autres questions que je me suis posées par rapport au trauma et travailler le passé, ça m'a beaucoup fait penser à d'autres rencontres qu'on a vues. Olivier Rosenthal le mentionne plusieurs fois dans différents livres. Dans Une femme sur le fil, elle parle de la mélancolie générationnelle. Virginie Linhart, dans Une seule affaire et l'effet maternel, parle aussi des traumas de la famille et aussi de l'histoire liée à la Deuxième Guerre mondiale, etc. Moi, je n'ai pas lu. Naïs me dira en détail de quel trauma on parle peut-être dans celui-là. Mais je me demandais si vous pouvez peut-être, je sais pas, nous parler de ce que vous en pensez de la mélancolie généalogique, générationnelle. Moi, j'ai marqué le trauma générationnel aussi. Voilà. Je pense que la mélancolie, ça fait partie d'un âge de la vie.
c'est très dur à supporter. En même temps, c'est un état nécessaire. Sans mélancolie, on découvre très peu. Au niveau générationnel, nous, on vient d'une génération où peut-être il y avait moins de mélancolie. Je ne sais pas. C'est difficile de parler en théorie de tout ça. Pour quelqu'un qui écrit, la mélancolie, c'est parfois un état nécessaire. Mais je suis mère, j'ai une fille adolescente et je lui dis, n'ayez pas peur de la mélancolie, ça fait partie d'un dialogue avec toi-même. Voilà, ça en tant que parent. En tant qu'écrivaine, voilà, je pense que bien sûr, il faut savoir supporter des états qui ne sont pas positifs, entre guillemets. Il faut savoir que sans des effondrements, on n'arrive pas à décrypter les choses. En même temps, par rapport à aujourd'hui, je trouve, voilà, c'est un peu rhétorique, mais je trouve que les réseaux sociaux, les virtuels, l'auto-représentation auquel on est un peu contraint, tous, même si on publie des livres, si on fait de la peinture, si on va à l'université, si on fait des études, mais tous on est dans cette malédiction d'apparaître, ça rend plus mélancolique. C'est-à-dire, je trouve que quand on a des vraies relations où tu arrives un peu t'oublier de toi-même, tu peux rencontrer un autre et t'es plongé dans l'histoire d'un autre, t'intéresser à des questions qui ne sont pas ton petit jardin et ton petit, voilà. Alors c'est mieux, ça aide à avoir plus d'énergie, là où la mélancolie a un côté qui n'a pas trop de dynamisme. Voilà. Je veux peut-être juste ajouter une petite remarque et voir si Lisa est d'accord avec moi, si elle pense. Le livre a été écrit, est sorti en 2020, donc il a été écrit en pleine pandémie. Donc c'est peut-être quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti comme... Je l'ai écrit avant de la pandémie. Juste avant, voilà. Oui, il est sorti. Il est sorti juste, vraiment, on commençait juste à sortir de la pandémie. Est-ce que cela peut-être a influencé un peu ton écriture? Non, parce que tu l'as écrit avant, mais est-ce que c'était les moments où on était justement... tous un peu obligés d'être face à soi-même, un peu découpé, un peu le pont, malheureusement. Hein, c'était un moment très dur, finalement. Maintenant, quand on y pense, on a l'impression d'avoir quand même vécu une période horrible. Là, sur les moments, on a essayé de faire face. Mais si on pense maintenant à cette période, on pense justement à tout ça, à la mélancolie, à un peu sorte de dépression qui a frappé beaucoup de monde parce que se retrouver coupé du monde, c'est pas facile. Même s'il y a justement les réseaux sociaux, mais on a vu, d'intérieurement, tu le montres très bien à quel point ça peut être trompeur ce moyen un peu artificiel d'être en contact avec tout le monde et finalement après tu te retrouves toute seule, tout seul, etc. Oui, je l'ai écrit avant. Par contre, il est sorti juste... quand, disons, le premier confinement était fini, commençait le deuxième. Alors, ça a été compliqué du point de vue de la promotion du livre. Par contre, j'ai eu énormément de rencontres vidéo. Et je pense qu'il y a eu des lectures très profondes liées aussi au moment qu'on traversait. Après, il faudra écrire par rapport à la pandémie, qui a été sûrement un événement terrible, à mon avis, dans notre vie. Récemment, j'ai dû écrire des petits morceaux par rapport à des moments décisifs dans la vie. Et j'écris un peu de mes souvenirs du confinement. J'étais à Paris, justement. Donc, j'ai commencé un peu à écrire et je pense à propos encore du thème d'aujourd'hui, de la latence, je pense que nous tous, on est encore beaucoup habités par tout ce qu'on a vécu pendant ces mois-là. Et il n'y a pas eu encore un vrai
une vraie prise de conscience, une vraie réélaboration de ce qu'on a vécu au niveau psychique collectif. Ça viendra, c'est trop tôt, c'est toujours comme ça. Mais c'est sûr, à mon avis, qu'on a vécu, c'était un vrai turning point, c'était un vrai cap négatif, mais un vrai cap dans notre vie commune. Donc il faudra la réélaborer. Et il faudra écrire de la fiction aussi, bien sûr. Il faudra, comme dans les séries télé, on regarde avec les masques, ça entre, ça doit arriver dans la littérature aussi. Je n'ai pas encore lu quelque chose de vraiment puissant par rapport à ça. Peut-être c'est tôt, mais voilà, ça aussi, il faudra les réélaborer. Autrement, ça nous a touché énormément. Et même nous, les écrivains, même les lecteurs, même tout ce qui est les rapports avec la parole écrite. Des questions? Je ne sais pas si on a encore du temps ou si c'est 15 heures. Quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, si je peux poser une autre question. Le fait de choisir des personnages, des femmes en personnage principal, enfin une femme plutôt, est-ce que pour vous c'est quelque chose de féminin d'avoir besoin de s'extirper du quotidien et des rôles dans lesquels on est attribué et on est bloqué dedans, surtout les générations un peu plus âgées que nous, d'avoir besoin de s'extirper de ça et d'aller ailleurs et de partir à l'étranger ou de partir en voyage pour vous, ou c'est juste... C'est très intéressant ce que vous disiez. Je n'ai jamais pensé dans ces termes. C'est vrai que Suma Carapace, c'est une histoire où les deux sœurs ont vraiment besoin de partir, une en France, l'autre aux États-Unis, pour s'éloigner de quelque chose qui fait mal. Alors, bien sûr, ça arrive, je crois, aux hommes aussi, mais je me retrouve dans ce que vous disiez. C'est-à-dire que peut-être, dans ces cas-là, c'était s'éloigner de l'histoire de la mère. Et alors, on sait bien combien un modèle maternel, ça peut compter dans la construction de la vie d'une femme. On peut faire les mêmes raisonnements dans la version masculine, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, cette distance de la mère, j'ai retrouvé, disons, même entre des fils hommes, pas seulement les filles, mais s'éloigner de la mère, ça peut vouloir dire beaucoup. Et comme si la distance géographique permet après une réélaboration, justement, une réécriture de l'histoire. Il y a un moment très drôle, je trouve, dans le livre, au moment où Maddy doit répondre à un appel de sa sœur, elle doit sortir de chez elle parce que sa fille, qui d'habitude vraiment, ça l'intéresse, la vie de sa mère ne l'intéresse pas du tout, elle est complètement en dehors de tout ça. Chaque fois qu'il y a un appel de sa sœur, donc elle essaye de savoir de quoi elle parle avec sa sœur, donc elle doit sortir de chez elle pour pouvoir parler. Donc ça, c'est vraiment très, très beau, je trouve. Ça montre bien justement la complicité exclusive, en fait, un peu vraiment qu'on ne peut pas franchir, même pour les personnes plus chères qu'il y a entre Nina et Maddy. Après, voilà, il y aurait un thème très, très important que moi qui m'intéresse beaucoup, qui est justement l'idée du double, de l'effet miroir. Évidemment, on peut trouver beaucoup de pistes de réflexion dans ces romans. Et aussi le fait qu'il y a justement deux lieux géographiques qui sont un peu aux antipodes, qui sont deux villes magnifiques, mais chacune à sa façon, elles sont tout à fait différentes. Et donc, vraiment, c'est comme un rythme binaire, un peu. D'un côté, il y a Maddy, de l'autre côté, il y a Nina, d'un côté, il y a Paris, avec sa régularité. Maddy, chaque jour, elle fait des kilomètres, elle se promène. Elle parcourt la rue de Rivoli, qui est l'artère qui traverse tout Paris. Ça, c'était génial. Quand je l'ai lu, je me suis trouvée tout de suite d'accord avec elle, parce que moi aussi, je marche beaucoup. Et donc, voilà, par contre, à Rome, c'est difficile, parce qu'à Rome, il n'y a pas une ligne comme ça à droite que tu peux traverser. Voilà, tu trouves des réalités différentes. À Paris, par contre, elle est beaucoup plus régulière, d'une certaine façon.
C'est ce qu'on ressent lorsqu'on quitte Rome et on arrive à Paris et qu'on revient de Paris à Rome. On s'est dit, oh là là, comment j'ai pu vivre là? Et puis, bien sûr, c'est une ville absolument magnifique aussi. Donc, il y a ça, il y a l'idée aussi d'une légère dissociation, en fait. Ce n'est pas bipolarisme, pas du tout, mais comme tu disais, on a besoin de ces deux villes. En fait, elle m'a dit dans son inconscient, elle a choisi Paris, mais à un certain moment, parce qu'en fait, c'est la première fois dans les livres, quand elle rentre pour ses voyages effectivement décisifs, c'est la première fois depuis longtemps qu'elle décide. On peut écrire des romans où il y a plusieurs lieux. On peut, comme je suis en train de faire maintenant, écrire un roman où on est toujours dans le même lieu. C'est très différent. Et l'éparpillement géographique, ça correspond parfois à des éparpillements un peu psychologiques. Et c'est le cas un peu de Maddie et Nina. Pour ce qu'on disait, c'est-à-dire elles ont eu le besoin de s'éloigner, mais ça a à voir aussi avec une dimension narrative où tu as besoin de jouer sur plusieurs tables, disons. Mais parfois, on peut même écrire quelque chose qui s'agit dans une pièce seulement, bien sûr. C'est autre chose. Et puis, il y a toujours là une façon de s'évader, c'est de lire un roman. Comme disait une publicité très, très connue en Italie il y a quelques années, un livre, c'est très pratique, on peut le mettre dans la poche, on peut le mettre dans les sacs, on peut le lire n'importe où et on n'a même pas besoin d'être à côté d'une prise de courant pour le charger. Donc, ça peut être un peu la solution à beaucoup de problèmes. On va s'arrêter peut-être et puis on remercie encore une fois Lisa Ginsburg et merci à tous. Merci. À toutes les deux. On va passer à la deuxième entretien entre Gabrielle de Tournemire et Antoinette Richner, qui va mettre à diapo. Oui, c'est avec l'ordinateur qui est là. Ah bah ouais, je pense que tu peux regarder. Voilà, je les présente brièvement. Gabrielle est doctorante au Forelis. Elle s'intéresse à l'écriture du nous et l'écriture au pluriel plus largement. Elle fait une thèse sur les enjeux linguistiques et politiques de l'énonciation dans la littérature contemporaine, et notamment Bernard Noël et Nathalie Quintane. Et Antoinette Richner, autrice, dramaturge, qui a fait paraître un roman écoféministe post-apocalyptique. Je ne sais pas si c'est des critères éditoriaux. Vous assumez ça? Okay, c'est assumé. Donc ça s'intitule Après le monde. C'est chez Buchet-Chastel et paru en 2020 et qui raconte tout simplement l'effondrement du monde suite au passage d'un cyclone sur la côte ouest des États-Unis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'avais pas très bien compris la consigne, je crois. Du coup, j'ai d'abord fait une vraie présentation, mais mon excuse, c'est que je suis doctorante et que je suis encore un peu scolaire. Voilà. Et ensuite, j'espère qu'on pourra échanger. Enfin, je garde le temps quand même d'échanger avec Antoinette Richner, que j'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui et depuis le début de la semaine à Bruit de Langue. Et pour introduire un peu, j'ai oublié mon livre, pardon. Et pour introduire du coup cette idée de latence en lien avec l'œuvre d'Antoinette Richner, qui s'appelle Après le monde, sur laquelle je vais vraiment me concentrer aujourd'hui, je me suis un peu interrogée sur le mot de latence, et ce qui m'est venu assez vite, c'est une expression française qui dit, c'est un conseil, méfie-toi de l'eau qui dort. Et pour moi, ça marquait bien cette idée de latence. Je suis allée rechercher un peu sur Internet et je me suis aperçue que ça voulait dire méfie-toi de celui-là qui est tout calme et qui peut devenir violent. En gros, très impulsif et tout ça. Mais donc moi, j'ai choisi de l'interpréter un peu autrement et de la mettre en lien en fait avec finalement nos propres préoccupations écologiques. Méfie-toi de l'eau qui dort, méfie-toi que de l'eau qui peut devenir torrent, qui peut devenir inondation, qui peut devenir
cyclones, tsunamis, etc. Et qui est une préoccupation dont traite Antoinette dans son roman. Et donc cette expression, pour moi, elle rendait bien compte donc, de ce phénomène de latence que Julien a bien expliqué dans l'argument de cette passionnante journée. Quelque chose est là qui couve, qui gronde, qui vibre. Quelque chose qui est, comme on l'a dit déjà, toujours un peu plus sur le point d'advenir, mais jamais encore advenu. Et je suis partie aussi pour lier donc, cette notion à l'œuvre d'Antoinette Richner, de cette idée de non encore, qui rend très bien compte du genre d'abord de l'œuvre d'Antoinette Richner, qui est donc une dystopie, un roman aussi donc d'anticipation, un roman qui du coup est particulièrement centré autour de ce non encore advenu, donc de ce futur catastrophique qui nous est raconté. Non encore advenu donc, mais aussi sur le point d'advenir, puisque le roman d'Antoinette Richner, donc publié en janvier 2020, prend place tout d'abord en novembre 2022. Donc non encore advenu en janvier 2020, mais pour nous, c'est déjà un peu donc, du passé. Et ça se singularise assez bien dans le champ des dystopies par donc, ta manière, Antoinette, de placer cette narration dans un futur vraiment très très proche, donc, qui est pour nous déjà en fait un passé, et qui raconte donc en novembre 2022 une catastrophe naturelle qui dévaste San Francisco. Le coût des dégâts et des réparations est tel que les assurances font banqueroute, le marché s'en voit bouleversé et, je cite, « Fin mars, l'imbroglio américain avait entraîné le reste de la planète ». Ni Big Brother, ni clonage, ni science-fiction telle qu'on peut le concevoir. Loin des projections futuristes d'Aldous Huxley, voire même de George Orwell, le futur que tu décris, Antoinette, c'est vraiment demain. Donc pour nous, hier. Et l'objet que tu crées semble mettre un projecteur, en fait, notamment au début, et on va le voir dans les textes qu'on va pouvoir un peu projeter. Donc cet objet-là semble mettre un projecteur sur ce qui gronde, sur ce qu'on risque, nous, en tant que citoyens de cette planète-là, sur ce qui peut disparaître et que l'on choisit d'ignorer de manière plus ou moins délibérée depuis quelques décennies. Ce qui va donc nous occuper tout particulièrement, c'est la mise en valeur, en fait, du surgissement de la catastrophe. Comment ton œuvre, Antoinette, comment Après le monde parvient à mettre en fait une forme de puce à l'oreille, à retirer nos œillères, à éveiller notre vigilance, à créer ce qu'on pourrait appeler un effet de latence. Et donc dans cette œuvre qui fait prendre conscience de l'urgence écologique et qui m'a personnellement rendue extrêmement anxieuse, notamment lorsque j'ai appris qu'à Los Angeles, en janvier, il y avait eu des problèmes d'assurance. J'ai entendu ça, j'ai fait une crise de panique. Et donc dans ce monde-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça aussi que la latence a ces deux côtés dans ce livre, je trouve. L'attente et la catastrophe de ce monde qui s'apprête à s'effondrer, en fait. Mais l'attente est aussi la possibilité de sauver. Si l'on en croit la phrase que j'aime beaucoup du poète allemand Hölderlin, « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve », croît du verbe croître. Et donc, Antoinette Richner, dans cette situation catastrophe, tu montres aussi donc, que sommeille dans toute une partie de la population un même besoin d'unité, un même besoin de communauté qui jaillit au moment même où tous les liens semblent se distendre complètement. De là jaillit un chant, ce que tu appelles une épopée, dont les modalités sont parcourues, décortiquées longuement au fil de l'œuvre par l'abondance du métadiscours qui est posé dessus, et porté par un nous que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il s'agit de mon sujet de thèse, qu'il s'agira de regarder donc comme le résultat premier de cette prise de parole. Ce cœur surgit comme antidote à la violence qui submerge la Terre, comme forme en fait un peu primale peut-être, je pose la question, du lien communautaire. Épopée orale donc qui cherche à se pérenniser par l'écrit, mais ne peut plus compter finalement sur les dispositifs de diffusion que l'on connaît aujourd'hui, puisque la FNAC et Amazon ont été également victimes de cette catastrophe naturelle. Dans ce monde finalement où tout semble fragile, où tout menace de disparaître, comment pérenniser cette force qui jaillit? Ce sera la question qui nous occupera. Alors, je ne sais pas comment je fais pour... Comme ça. Ça marche pas. Il faut peut-être appuyer. Vas-y.
Ouais, super. Quelque chose donc est là qui gronde. Et puisque ce qui est d'abord latent donc dans Après le monde, c'est la terre qui est secouée, qui est siphonnée par l'usage qu'en font les hommes, du fait en particulier du système capitaliste, de la multiplication des échanges et de, merci beaucoup, et de l'indifférence générale. Et il est intéressant à cet égard de regarder le début de l'œuvre. Donc c'est une œuvre qui est structurée en diptyque quelque part, avec toute une partie au nous qui compose donc cette épopée en puissance qui nous occupera surtout en deuxième partie, et qui est mise en balance avec des récits individuels à la troisième personne qui se concentrent sur des événements plus particuliers, des figures plus particulières, des expériences précises de femmes dans ce contexte post-apocalyptique qui est celui d'Après le monde. Concentrons-nous d'abord donc sur le premier chant de l'épopée, celui qui ouvre l'œuvre, donc celui par lequel on entre dans ce monde, qui est intitulé « Chant pour se souvenir » et qui est écrit donc à l'imparfait. Ce qui va m'intéresser pas mal, puisque donc ce chant fait état des conditions de vie du monde pré-apocalyptique, du monde d'avant, que l'on pourrait aussi appeler notre monde si on fait les ponts entre la fiction et la réalité. Donc on a ici pas mal d'exemples de cet imparfait. Et le temps, je trouve, est assez important à l'égard du sujet qui nous occupe, qui est la latence. Puisqu'en commençant ainsi, Antoinette, tu installes un récit où l'événement n'existe pas, finalement, où l'événement est sans cesse délayé, l'événement tel qu'il est conçu dans la narratologie au passé simple, comme quelque chose qui advient. Un récit, en fait, qui ne serait que pré-récit, où toute péripétie accidentelle, tout incident est ramené par l'imparfait au rang de non-événement. Le chant pour se souvenir pourrait faire office de prologue avant le drame, où rien n'est encore arrivé, mais où tout est déjà présenté comme perceptible. Et c'est ça qui est important, c'est que la manière dont est utilisé justement cet imparfait, en conjugaison avec d'autres phénomènes, on va le voir, montre quand même que les indices sont nombreux qui préviennent d'une chute imminente. Donc il y a vraiment cette catastrophe qui est déjà présente dans la manière dont sont présentées les choses dès le départ. Antoinette, vous préparez en fait vos lecteurs à la catastrophe avec la temporalité itérative, cet imparfait d'habitude qui entérine une régularité qui annonce l'irrégularité, qui crée ce temps long d'où va sortir l'accident et martèle de quotidien pour installer la proximité d'une rupture. Donc même les crises sont rejetées au rang du banal, je le disais un peu tout à l'heure. Il y a par exemple un passage où vous dites tous les 3 mois ou presque, nous apprenions qu'une de nos connaissances était atteinte d'un cancer, donc quelque chose qui aurait pu être source narrative très importante, événement, c'est ramené encore une fois au rang du quotidien, presque, enfin peut-être pas du quotidien, mais du tri mensuel, je sais pas. Et donc qui est relégué au rang d'événements habituels qui désamorce donc l'effet de crise qu'il aurait pu porter. Et c'est constant dans ce premier chant, tout effet de dramatisation est vidé au profit d'une langueur qui quotidiennise tout et installe une tension. C'est visible donc aussi dans le rythme, c'est des phrases très longues qui font se succéder beaucoup donc, de ces verbes à l'imparfait. Ça arrive aussi ponctuellement à travers certains effets d'anaphore qui, pour moi aussi, sont porteurs de cet effet de latence, parce que par la répétition, on s'attend à la variation. En fait. Plus il y a de répétition, plus on attend qu'arrive la variation. Et je trouve que pour moi, l'effet d'anaphore est un effet aussi de latence. Le nous qui, par exemple, ici, scandé dans les premières pages, dont la structure des phrases, d'ailleurs, est assez intéressante, puisque donc, il y a ce nous, suivi directement de la relative, je fais un peu d'analyse, de micro-analyse, mais suivi directement de la relative, mais à laquelle manque la principale. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un effet d'attente où on attend la fin d'une phrase qui ne vient pas et qui, encore une fois, prévient déjà que quelque chose manque, que quelque chose va arriver. D'accord ? Et donc ça, je trouvais que c'était aussi intéressant. Le lecteur, du coup, attendent, déçus pourtant sans cesse dans ce premier chant, puisque sont relancés sans cesse ces effets itératifs. Dans cette attente, du coup, la latence. Comme dit Julien Roux dans un de ses articles sur la latence et sur le point de suspension, un changement est en cours sans que nous soyons avertis.
Cependant, cette question de l'avertissement, je voudrais y revenir aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel vous insistez pas mal, sur la question de la conscience de ce qui est en train de se passer, et sur le fait que nous mettons des œillères aussi, qui est importante. Et le nous ici n'est jamais vraiment dans le déni, et se crée en fait un espace un peu charnière entre le savoir et l'ignorance, qui fait du nous le responsable innocent de la catastrophe à venir, ou l'innocent responsable, hein, selon le point de vue. Et centrale dans Après le monde est la question du savoir, de la connaissance de la catastrophe à venir. Je crois que c'est dans celle d'après. Voilà. Il y a encore cette anaphore à un moment du « nous savions que certaines matières premières s'étaient déjà raréfiées, nous savions que pour se maintenir et continuer d'emprunter, les sociétés d'exploitation minière devaient continuellement étendre les territoires sur lesquels elles possédaient des droits ». Donc toujours encore cet effet d'anaphore qui montre la conscience perpétuelle du problème, et cette fin que je trouve absolument fondamentale. Du point de vue géophysique, les grands cycles de la nature, celui de l'eau, du carbone ou de l'azote, avaient déjà commencé à se détraquer. Le problème était que nous ne le croyions pas. Nous ne croyions pas ce que nous savions. Et cette idée d'un gap, en fait, d'une distance entre la croyance, enfin, le savoir et la croyance dans ce savoir, c'était pour moi quelque chose de fondamental quand je l'ai lu. D'autant plus, évidemment, quand on sait que le climato-scepticisme est aux manettes aux États-Unis, hein, qui donc pour moi est encore précieux à souligner, cette confiance qu'il faut avoir dans les spécialistes, les scientifiques. Et donc il y a vraiment une dynamique en fait qui s'inverse, puisque je ne sais pas si ça a été dit au tout début, parce que j'étais pas là, mais la latence, ça vient du mot du latin latere, qui veut dire cacher. Et ici, le monde ne se cache pas de ce qu'il montre, en fait. Enfin, c'est nous qui cachons nos yeux, en fait. Enfin, la latence, c'est du côté de l'homme, en fait, qui refuse. Les indices sont visibles, mais on n'a pas confiance là-dedans, quoi. Enfin, on n'est pas du tout dans l'urgence, en fait. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et donc, il y a cette idée que ne sont cachés que les yeux des humains. Hein. Ce qui est latent dans Après le monde, c'est moins ce qui se cache que ce qu'on refuse de regarder. Et je trouve que c'était très bien exemplifié dans cette phrase « Nous ne croyons pas ce que nous savions », qui pour moi est aussi très actuelle. Donc, on a l'idée d'une... Je t'arrête juste un tout petit coup, parce que c'est important pour moi de préciser que c'est pas moi qui ai inventé cet effet entre croire et savoir. C'est un philosophe français qui s'appelle Dupuis, mais je ne sais plus si c'est Jean-Pierre ou un autre nom composé, qui a écrit Le catastrophisme éclairé. Et donc, sa théorie, en très résumé, c'est que si on ne regarde pas la catastrophe vraiment droit dans les yeux, on n'a aucune chance de l'éviter. Donc, c'est une sorte de paradoxe. Enfin, si on n'est pas sûr qu'elle va arriver, on ne peut pas l'éviter. Voilà. Et lui, ça m'a de tout le bout. Enfin, j'ai rien compris presque au bouquin, mais en tout cas, il y a un truc que j'ai retenu, c'était ce truc. On sait, on est très informé, mais on ne peut pas croire ce qu'on sait. Voilà. Merci. En tout cas, c'est brillant, je trouve. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, d'une importance. Enfin, c'est très important. Donc voilà, il y a cette idée donc, d'une catastrophe en cours, préparée, annoncée, cachée uniquement par le narratif que chacun se crée sur soi, et avec donc ce regard rétrospectif sur cette vie d'avant, donc qui crée cet effet à l'imparfait, qui montre qu'en fait tout était déjà là, présent, enfin sous-jacent en fait. Ce regard sur ce quotidien donc indifférent mais conscient, c'est évidemment renvoyer le lecteur à sa propre posture face à cet extérieur qui ressemble au nôtre, et faire advenir pour nous lecteurs comme une catastrophe, comme un événement pouvant arriver à tout moment, qui surgit donc le 5 novembre 2022, un samedi, donc dans le début d'un autre champ où là les choses s'accélèrent et le passé simple arrive enfin, attendu, latent, comme on disait, et la latence devient donc présence, le monde s'effondre. Mais ce qui est déjà là aussi, et ce que crée en fait pour moi cette catastrophe, c'est un autre événement qui est créé par cette catastrophe. C'est pas seulement ce monde en destruction, c'est aussi ce champ
que moi je trouve toujours assez renversant, hein, qui vient en fait d'une pulsion, hein, créatrice de réparation, qui va pousser donc d'abord 2 personnages qui sont Barbara et Christelle, puis d'autres femmes, hommes aussi, qu'elle rencontre sur la route, et enfin tout un ensemble de figures, comme dans une communauté d'oppression un petit peu qui naît, on pourra peut-être en reparler, qui les conduisent à unir leurs voix, en fait, à créer donc des liens entre les uns et les autres. On en a un peu déjà parlé, cette idée. Oui. Non, je suis ouverte au dialogue. La communauté d'oppression, c'est... Je pense que c'est par rapport plutôt à la fin, l'idée que le chant va devenir un espèce de lieu de retrouvailles, en fait, enfin de résistance, quelque part. Alors je valide. Oui. Voilà, moi j'ai eu ce sentiment qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, qu'on suit donc ce petit groupe composé donc de 4 personnages, au fur et à mesure de ces errances, de ces transhumances, de ces rencontres, de ces deuils, de ces difficultés, etc. Au fur et à mesure s'étend aussi l'influence de cette épopée dont vous parlez un peu de ramification, d'un chant qui se ramifie, ce que je trouve aussi être une belle expression qui montre vraiment que chacun va se l'approprier, en fait, il va devenir... chacun va le faire sien, en fait. Et ça, je trouve que c'est une forme de c'est ce que je disais quand je parlais d'un lieu de résistance, d'un lieu en fait de retrouvailles de soi, qui est assez important. Donc cette œuvre, elle est en puissance dans tout le roman. Elle se caractérise par elle est plusieurs fois caractérisée. L'une des premières caractérisations, on parle d'œuvre en composition, dont on note, pour être toujours un peu dans mon aspect très scolaire, l'aspect séquent. Oui, ça veut dire que c'est un procès envisagé sans limite, un procès en cours. J'ai mes souvenirs de master. Et donc, originaire de cette petite troupe de 4, je disais, le chant est une immense partie, un immense sujet de l'œuvre. Il est construit comme un pointillé. Donc il avance, il s'emplit, il s'enrichit des expériences des unes et des autres. Il émerge toujours un peu plus. Et il est intéressant de voir que chaque individu dont il est question à la 3e personne, donc chaque petit chapitre qui parle d'une expérience personnelle, individuelle, en donne des détails et se voit confronté en tout cas à ce champ-là. Et du coup, on arrive à vraiment bien l'appréhender, à en appréhender les limites, les doutes, enfin tout ce qui vient avec, qui assure en fait la continuité du texte dans l'espace textuel, pour que ne soit jamais perdu de vue que l'épopée donc est une œuvre en puissance, en modification, en construction perpétuelle et commentée sans cesse. Et j'aimerais bien qu'on parle justement du moment où Christelle, donc l'œuvre au départ est une œuvre à l'écrit, et un jour, au tout début d'ailleurs, Christelle se met à le chanter. Et j'aime énormément ce passage, donc, que je vais lire. « Qu'est-ce qui lui avait pris ?» se demanda-t-elle en regardant l'eau rentrer dans son bidon, incrédule, émerveillée par ce qui s'était passé comme malgré elle. Ça n'avait pas ressemblé à une chanson, pas au sens des rares airs traditionnels dont elle se rappelait les paroles en entier. C'était tout à fait autre chose, une vocalisation improvisée, qui entretenait quelques rapports avec le chant monastique. Il y avait eu des bourdons graves, gutturaux, des phrases psalmodiées et de soudaines modulations, des glissées dans la gorge. Qu'en savait-elle, et décidément, quelle mouche l'avait piquée la veille au soir? Était-elle, par ce geste inaugural, devenue une sorte de, comment dire, troubadour? Ce que je retiens aussi je ne sais plus quand est-ce qu'on disait ça tout à l'heure, mais sur le rapport du latent avec quelque chose qui est de l'ordre de l'innommable, quelque chose du non encore nommé. Pour moi, c'est aussi ça, le latent, c'est aussi ce qui se retrouve en deçà des mots. Et j'aime bien ici la manière dont Christelle, en fait, ne parvient pas à caractériser, à mettre le mot sur ce qui vient de se passer en elle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, avec ça n'avait pas ressemblé à une chanson, c'était tout à fait autre chose. Il y avait eu des bourdons graves, gutturaux, ça s'était passé malgré elle. Enfin, il y a quelque chose de l'innommable dans cette série de démonstratifs qui en fait désigne quelque chose qui vient de se passer sans pouvoir vraiment mettre un mot dessus, un terme dessus. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'elle s'interroge sur la manière de se nommer elle-même, comme si ce qui s'était passé en elle l'avait aussi, elle,
transformer. Elle hésite entre troubadour, aède et bardesse. Elle cherche à circonscrire en fait ce qui vient de se dérouler, et l'idée de l'innommable me semblait intéressante à cet égard. Je ne sais pas si tu veux réagir, peut-être. Eh ben, l'innommable, je ne sais pas, mais en tout cas, la spontanéité, peut-être le jaillissement, le fait, je pense qu'on a peut-être toutes et tous vécu ça une fois, mais si tu es à une fête autour d'un feu, et puis il y a tout d'un coup quelqu'un qui sort une guitare ou un harmonica, puis qui commence à jouer, il y a... on est tout content d'entendre ça. C'est très immédiat, c'est tout de suite là. C'est direct, en fait. Et je pense que je nourris une sorte de fantasme par rapport à cette immédiateté qui est possible avec la musique, qui est sans doute pas le cas du texte, ou non, pas non plus des arts plastiques d'ailleurs. Mais parce que voilà, ça, comme le théâtre, ça se joue dans le temps. Et puis, il y a aussi cette pauvreté de moyens, je pense, qui est importante dans l'histoire. Et que... peut-être comme... peut-être ça part d'un problème personnel aussi, là on va aller un peu dans le psy, mais moi je pense que peut-être comme certainement un bon nombre d'autres autrices et auteurs, j'ai un petit problème quand même avec la communication directe. Je me dis c'est pas pour rien que je dois faire toute une construction par écrit pour pouvoir m'exprimer en fait. Et en plus avec le livre, c'est pas comme au théâtre, il y a un délai, c'est-à-dire que c'est lu de manière intime par quelqu'un, dans un temps et un espace inconnu pour moi. Je ne sais pas qui peut lire en ce moment un de mes textes. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de direct. Et j'ai toujours un peu ce fantasme de dire « Ah, mais si j'avais le pouvoir de simplement pouvoir chanter ou slammer, ça me fait un peu rêver. » Donc, je pense que dans ce qui lui a pris, là, ce qui est décrit, c'est un peu ça. C'est que tout d'un coup, elle a réussi à s'exprimer de manière très spontanée, alors dans un lieu et un moment d'art qui n'est pas du tout préorganisé, comme un concert où on doit d'abord aller sur Internet, acheter un ticket et puis le payer, et puis on connaît une date et un lieu, et puis on y va bien, on passe un portique de sécurité, et puis il y a une boîte de prestations pour la lumière, une boîte de prestations pour le son, et puis en fait il n'y a plus du tout ça, c'est très pauvre. On peut à la limite encore chanter si on en a l'envie, et puis c'est tout, quoi. Puis si les autres ont envie d'écouter. Ouais, je trouve que c'est assez bien montré avec le personnage de Christelle qui s'oppose, en fait. Il y a une dynamique d'opposition qui se crée entre le personnage de Barbara, qui est, elle, justement, beaucoup plus du côté de l'écrit, et qui cherche, en fait, qui aime dire ce texte, l'écrire aussi, et Barbara qui devient, justement, cette bardesse qui cherche à le mettre en scène, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas le mettre en voix. En effet, la musique est un truc très important qu'on retrouve d'ailleurs à la fin, et je vais peut-être passer à ça sans... Je sais pas trop. Oui, non, c'est pas très intéressant. Non, mais passer à ça parce que, en fait, ce chant, du coup, il part de Barbara et Christelle, qui, elles, sont des personnages itinérants, en fait, qui vont beaucoup bouger, etc. C'est comme ça que ce texte va pouvoir se répandre aussi dans l'intégralité, enfin dans toute l'Europe, en fait, dans cette Europe fictive assez intéressante. Même en Russie, je pense. Enfin, oui, parce qu'il y a du russe. Ouais. Et puis après, elle est traduite aussi, l'épopée. Enfin, elle vit sa vie, quoi. C'est ça. Elle se détache en fait complètement de ses créatrices premières, de ses primo-créatrices, ouais. Et parce qu'en fait, du coup, à un moment, les pages disparaissent. Sans spoiler, il n'y a plus d'écrit. Et du coup, l'oral n'est plus que le seul médium pour faire passer le texte. Je pense avant même la disparition des pages dans l'histoire, il y a déjà cette question de la matérialité du support, en fait. Puisqu'on est dans un monde post-effondrement, on imagine qu'il n'y a de toute façon pas l'énergie pour tous les serveurs qui actuellement stockent des données. Donc, il y a une perte massive qui a eu lieu. Et elles n'arrêtent pas de se demander comment elles pourraient conserver ce qu'elles ont écrit, en fait. Enfin, surtout, justement, Barbara, qui est plus dans l'écrit, elle est obsédée par ça. Évidemment que si notre moyen de communiquer, c'est de passer par un objet, le dépôt de nos mots
par écrit, et ben évidemment on parlait ce matin de les œuvres sont pas immortelles. Est-ce que c'est angoissant ou est-ce que c'est pas angoissant? Je sais pas, peut-être avec un peu de recul, c'est pas grave, mais elle, en tout cas, elle est obsédée par cette perte-là, tandis que l'autre, vu elle possède peut-être cette possibilité de composer sur le moment, ça la stresse moins. Et puis en plus, elle est même ouverte. Après, j'ai pas mal supprimé ces passages, mais il y avait aussi tout un développement sur l'écriture à plus que 4 mains, en fait. Donc Christelle, elle est évidemment plus ouverte à l'idée que ça soit écrit à je sais pas combien, tandis que l'autre est plus sur ses droits d'auteur, quoi. Enfin. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'est envisagée l'idée que l'œuvre soit altérée, en fait, au cours de justement cette ramification et tout ça, parce que on se pose la question, puisque du coup, à la fin, il y a une ellipse d'une vingtaine d'années. Et on retrouve en fait quelques personnages qu'on a rencontrés en cours de route dans un monde encore pire que tout, puisque les femmes sont complètement esclavagisées. Et là, on voit que déjà on apprend que le texte en effet a été traduit en russe, entre autres, je crois, mais a été traduit puisque du coup celle qui est nommée comme étant la chinoise a, par contact avec des peuples scandinaves, avec des Scandinaves, ouais, elle scande le texte en russe. Et du coup, le nous est un nous russe. Je ne sais pas si quelqu'un sait dire, mais pas moi. Et donc, à ce moment-là, il y a cette magnifique scène, c'est la scène presque finale, où du coup, celle qui est nommée comme la chinoise, qui s'appelle Xiang, se fait, on lui dit de se taire par une sorte de flic, quoi. Je sais pas, un gardien, quoi. Et donc, il y a ce très beau passage. Peut-être vous voulez le lire, Antoinette? Oui. Sentant que certaines, sans oser se manifester, regrettaient la voix de la chinoise, Zhu Liki s'entendit soudain prendre le relais. Un premier son lui sortit de la gorge, entraînant une phrase au nous, dont le sens, par surprise, jaillit porteur d'espoir. Tout aussi improvisée, la suivante fut émise avec plus d'énergie et se termina par une étrange vibration gutturale. À partir de là, la détermination lui poussa le long des cordes vocales. Zhu Liki se sentit prête à poursuivre coûte que coûte, inscrite dans l'espace, l'esprit tendu vers un futur à façonner. Alors, en lisant ça, j'ai mes arguments sur le fait que quand même c'est une belle fin, qu'il y a quelque chose en effet de l'ordre de l'espérance dans ce livre, malgré en effet la descente aux enfers qu'on sent quand même dans la diégèse. Mais je trouve que ce qui est très intéressant, donc il y a quelque chose de tout à fait mystique en fait dans cette prise de parole qui se clôt en plus après par Zhu Liki qui chante seule, qui appelle les autres femmes présentes, qui lui répondent d'abord un peu timidement, puis ensuite il y a un chœur unanime qui est créé comme Moi j'ai eu l'idée quand j'ai vu ça d'une espèce de meute, d'une louve qui appelle les autres louves à venir participer à son cri. Ça c'est un peu peut-être moi, mais il y a quand même l'idée d'un appel à quelque chose au de chant. communautaire. Oui, c'est ça, à quelque chose de l'ordre de la communauté. Et ce passage, je trouve qu'il fait très bien écho à celui de Christelle, puisque c'est quelque chose en effet qui est de l'ordre de l'instinct presque. Et plus particulièrement, peut-être pas de l'instinct, mais du corporel. Et ça m'intéressait beaucoup. Et je voulais vous demander, vous interroger, c'est peut-être un peu directif, mais là-dessus, un premier son lui sorti de la gorge, donc c'est déjà quelque chose de très autonome par rapport à elle, qui semble être complètement traversée par ce qui lui arrive. La détermination lui poussa le long des cordes vocales. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez... c'est vraiment quelque chose de corporel, d'organique, en fait, ce qui se passe chez ce personnage et auquel répondent les autres femmes. Je ne sais pas si, justement, parce que moi, j'ai lié aussi la latence à quelque chose comme la carapace, quelque chose qui est en dessous de la peau aussi, peut-être, de la chair. Et je trouve que ça, c'est assez
ça exemplifie bien l'idée que la latence, c'est vraiment quelque chose, même d'en dessous de la conscience, quoi. Enfin, quelque chose de pas du tout conscientisé, qui sort de manière autonome. Ouais, mais en fait, je suis en train de me dire qu'il ne faudrait pas opposer la physicalité d'un côté et qui comprendrait aussi l'instinct, l'intuitif, ça lui a traversé le corps, et l'écrit. Parce qu'en fait, dans l'écriture, tout à fait, on est seul avec son ordinateur. Je pense qu'il peut y avoir des fulgurances du même ordre. Alors, je ne veux pas du tout mystifier. C'est pas qu'on est traversé par des courants arc-en-ciel en permanence. Il y a évidemment toute une partie d'artisanat dont on a eu aussi l'occasion de parler, mais, et de décisions tout à fait réfléchies, etc. Mais le côté, la transcendance, quoi, le sublime, ça peut arriver aussi sous une forme parfaitement écrite, silencieuse, solitaire. Donc c'est peut-être ça, il faut peut-être faire attention, mais en tout cas, la question de comment ça se transforme, est-ce que c'est un problème ou pas que ça se transforme? Je pense que chez moi, il y a vraiment une tension, parce que d'un côté, je trouve ça génial de pouvoir vraiment décider à la virgule près, en fait, dans ce qui sera, puis que ce sera imprimé exactement comme j'ai décidé, et puis que je peux justifier pourquoi j'ai voulu faire ça comme ça. Et puis, en fait, ça me passionne. Puis ça me passionne d'entendre aussi pourquoi les autres... qu'est-ce qu'ils y lisent et puis comment ils défendent leur propre création, etc. D'un autre côté, je me dis, mais au secours, en fait, c'est quoi cette histoire d'être tellement dans le contrôle, et puis, je pense, ouais, aussi, certainement aussi dans l'ego, parce que finalement, dans mon histoire, l'épopée, elle continue après la mort de celles qui l'ont composée, qui ont initié, parce qu'après, effectivement, d'autres personnes se l'approprient puis commencent à composer sur le même mode. Certainement, c'est aussi très beau que ça se poursuive et que ça se transforme. Et voilà, on sait que les grands textes, que Homère, est-ce que c'était Homère, etc., les grands textes, la tradition orale, les conteurs, les griots africains qui sont capables de réciter, voilà, les contes, etc., toute l'oralité, tout ce qu'on sait de l'oralité et de la mémoire, c'est qu'une histoire de transformation progressive. Et puis, je ne crois pas que ce soit un problème, au contraire. Mais c'est plus, peut-être si on revient à ce chant, moi je l'ai senti beaucoup comme un refuge, c'est-à-dire un lieu où réside finalement le centre humain, quoi. Enfin, quelque chose de ce qui est résiduel en fait dans l'humain. Et c'est pour ça que je parlais d'une communauté d'oppression. C'est quelque chose qui en fait moins on a de choses auxquelles s'accrocher, plus on a de dangers autour, plus on va se resserrer autour de ce qui fait du lien, en fait, ce qui est commun. Et cette voix, pour moi, elle reflète cette communauté. Et le fait que tout ensemble, elles reprennent ce chant, elles répondent à ce chant, alors qu'on n'a pas forcément l'impression qu'elles le maîtrisent ni le connaissent. Enfin, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une latence commune, en fait, autour de quelque chose de latent et de commun dans chacune, quoi. Qui ferait peut-être l'humanité, je sais pas. En tout cas, ça m'a beaucoup travaillé quand j'écrivais, de me dire, mais est-ce que vraiment dans un univers post-apocalyptique, c'est pas un luxe de se consacrer à l'écriture? Et puis, déjà, l'histoire dit que dans des situations d'internement, des situations... que ce soit Auschwitz ou que ce soit les champs de coton avec des esclaves, il y avait des récits, il y avait des chants. Donc non, non, c'est pas un luxe, quoi, au contraire. Et puis, je pense même au contraire. Enfin, c'est presque le dernier rempart, quoi. Enfin, avant l'animalisation, je sais pas. Bon, c'est un exercice de liberté, c'est un exercice de dire j'existe toujours et encore en tant qu'être humain à respecter, et puis je peux partager avec les autres justement ce que je chante. Et puis, je pense que en fait, ce que je me suis imaginé, c'est que tout simplement le fait de remettre les événements dans l'ordre chronologique et de les expliquer, rien que ça permet de reprendre un peu de prise sur ce qui se passe et de pas simplement le jouet des événements, en fait, par les ordonner, hein, c'est ça qui aide. Mais c'est assez, c'est souvent comme ça. Je sais pas,
je sais que le concept d'identité narrative chez Ricoeur, je crois, dit que on ne fait sens qu'en ayant un regard rétrospectif sur notre vie et qu'en ayant soi-même réagencé les événements et retrouvé les liens de cause à effet. Réagencer, de déterminer un début, une fin, un mouvement, ouais, tout ce qu'on peut décider en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais pour parler peut-être d'un autre livre, je fais juste une parenthèse parce que donc j'avais commencé en 2015 le chantier et ça a été publié en 2020. Et automne 2018, j'ai vécu en fait l'hospitalisation de mon fils aîné pendant plusieurs mois. Et puis c'est arrivé vraiment d'un coup dans notre vie comme ça. Et après, j'ai écrit un livre vraiment autobiographique, en fait, rien de... et j'ai remarqué à ce moment-là, de manière du coup très pratique et concrète, que au début, on me disait « Ah, tu vas écrire là-dessus ». Je disais « Non, jamais ». Finalement, j'ai quand même fait. Mais j'ai remarqué que tout simplement, parce que en fait, c'était tellement violent que ça a comme tout pulvérisé. J'avais plus rien. Surtout le temps, en fait. Le temps était très perturbé. Je savais plus dans combien de temps s'était écoulé, à quel moment. Enfin, ouais, c'était une dilatation de ce moment où il était du diagnostic, dilatation de tout, quoi. Et puis après, d'avoir tout simplement... en fait, je ne me suis pas posé 36 questions de stratégie d'écriture. J'ai tout simplement écrit un événement après l'autre, comment ça s'était passé. Et le fait de pouvoir recréer cette chronologie, et ça m'a vraiment aidée, en fait. Donc, je me suis dit, c'est pas... C'est thérapeutique. C'était tout d'un coup la vie dans la fiction. En tout cas, après, quand je suis sortie de ça, j'ai terminé Après le monde, j'étais un petit peu différente parce que j'avais pu expérimenter ça très concrètement. Et la solidarité communautaire aussi. J'avais vu que beaucoup de gens avaient voulu nous aider, comment ça se passait en fait quand le malheur frappe. C'est encore différent parce qu'Après le monde, c'est un effondrement généralisé. Donc peut-être si tous les réseaux d'amis, toutes les familles sont frappés en même temps, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas là, nous, on était frappés et on a reçu énormément d'aide. Et j'ai vu que ça fait du bien à ceux qui peuvent aider, ça leur fait du bien aussi. Ouais. Ouais, je pense ça se lie dans Après le monde. La solidarité interhumaine comme ultime rempart. Il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre. Pour peut-être passer à autre chose que ce livre dont on parle depuis une semaine non-stop, je vous avais demandé de choisir un extrait, si vous vouliez, en rapport justement avec la latence, et je vous propose qu'on parte peut-être de ça. Avec plaisir. La latence, alors, c'est parti. Réenfiler son pantalon terreux et ses chaussures. Se mettre avec Valéria à enfouir les cailleux. Ôter ses gants pour une préhension plus fine. Sentir la terre humide sous la surface former peu à peu une croûte sur la peau des mains. Respecter les instructions de profondeur dûment relues tout à l'heure par Valéria. 5 à 10 cm. Oui, mais en comptant ou en ne comptant pas la hauteur du cailleux proprement dit. Faire des trous au plantoir. Aimer profondément le contraste des cailleux blancs sur fond noir. Aimer amoureusement la file de cailleux alignés sur la terre. Les regarder prendre le soleil une dernière fois. Souhaiter à ceux qu'on enfouit un bon voyage sous la terre, un bon hiver, un bon sommeil. Encore qu'on se doute qu'il ne s'agisse pas de ça. S'interroger avec Valéria sur ce qui se passe à l'intérieur du cailleux dans les premières 24 heures après plantation. Le cailleux comprend-il où il a été enfoui? Comprend-il ce qu'on lui demande? Alors qu'il perçoit l'humidité ambiante, quels sont ses objectifs? Et comment formule-t-il sa stratégie personnelle? Se décide-t-il immédiatement à germer ou attend-il? S'il germe de suite,
Comment se fait-il qu'on ne voit sa pousse percer qu'en février seulement? Et s'il attend, s'il ne fait strictement rien dans un premier temps, comment se fait-il que la moisissure ne le consume pas? Germerait-il, mais en se retenant d'envoyer sa pousse, dans une sorte de latence intermédiaire mais éveillée? Mais comment sait-il, en février, que le temps est venu de lâcher sa pousse en direction du ciel? Pour l'instant, tout est contenu entre l'action du jour et le dedans des cailleux. Leur tâche à venir. Au printemps prochain, il s'agira de désherber entre les pousses, de sarcler entre les pousses, même en prévoyant un couvert de copeaux, de surveiller les pousses, d'éliminer les œufs de cryocère en les écrasant dès les premiers. On peut compter pour les repérer sur le cadet qui s'y intéresse et les identifie parfaitement. Surveillez aussi toutes sortes de mouches piqueuses, giclez de la bouse diluée, désherbez encore, surveillez toujours, jusqu'au jour de juillet où viendra la grande décision. C'est le moment. Leur stade de développement ne semble ni prématuré ni trop avancé, et par ailleurs nous sommes, du point de vue de la Lune, en date favorable à la conservation des légumes dont on consomme la racine. Allez, c'est aujourd'hui qu'on récolte. Aujourd'hui qu'on suspendra sous le bûcher l'ail réuni en bottes attachées, tête à l'air par leurs fans. Merci beaucoup. Et je jure que je n'ai pas rajouté le mot latence. Il y était dès le départ. Et c'est un inédit. Oui, alors c'est quelque chose c'est un texte qui est appelé à être plus long. Qui, pour l'instant, le titre, c'est « Partita pour femmes solo ». Peut-être ce sera aussi « Cérémonial d'émancipation majeure en vie bémol mineur ». Voilà. Mais il faut voir. Programme. On me fait signe qu'il faut passer aux questions. Donc, qu'avez-vous à dire? Si je peux juste dire un mot, déjà, merci beaucoup à toutes les quatre. Et je suis très heureux que ça se termine par un petit texte comme celui-là, parce que je me disais depuis le début que la latence était quand même habitée par un imaginaire assez anxiogène, assez inquiétant. C'est peut-être aussi lié au fil rouge de cette journée d'études qui est quand même centrée sur des récits d'après la catastrophe. Oui, j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi la notion de dormance. En fait, c'est le pouvoir des graines à pouvoir réveiller à n'importe quel moment leur capacité et leur potentiel de germination. Et je trouve que ça faisait écho à ça aussi. Et non, dire voilà qu'en fait, c'est effectivement, il y a toujours pour une sorte de deux réalisations un peu archétypales. On tourne toujours un peu autour de ça depuis le début de la journée, je trouve. Plutôt du côté de la menace, effectivement, qui est une réalisation de la latence, parce que ça reste en suspens, ça peut ou pas être actualisé, mais ça existe déjà en tant que tel. Et l'autre réalisation archétypale, c'était pour moi le désir. C'est pour ça que ce matin, j'avais un peu accentué sur désir, espoir, désir de révolution, qui pourraient être voilà, les deux facettes un peu de cette notion-là. Donc, et même quand il est question de traces, qui pourrait presque être l'inverse de la latence, enfin le côté négatif au sens de ce qui subsiste encore, mais sous une forme dégradée, etc., c'est aussi un peu inquiétant finalement. Donc la présence, c'est compliqué. La latence, c'est flippant. La trace, c'est déprimant. Bon, voilà, on est pris un peu dans ce triptyque-là. Et non, je voulais juste revenir sur l'idée de l'imparfait là, et de cette récurrence un peu suspecte et qui implique presque une idée de rupture. Je trouve que c'est assez chouette et convaincant. Et c'est juste, à un moment, tu as parlé d'effet de latence. Et là, en fait, j'ai pas complètement... Je pense que j'ai pas tout écouté ou tout compris à ce moment-là, parce que je me suis dit c'est drôle comme idée, parce que la latence c'est déjà un peu ténue, impalpable. Et alors l'effet de latence, du coup, ça serait quoi? Ce serait la manière de faire comprendre qu'il y a quelque chose de latent, quoi. Enfin, c'est le texte. Enfin, oui. Enfin, c'est la manière dont avec laquelle le texte installe cette latence. Okay. C'est juste ça. Enfin, on peut dire latence en fait. Ça marcherait aussi. Mais en fait, juste si je peux ajouter quelque chose, pour moi, Dieu sait si je suis une flippée, mais l'idée de latence, je trouve pas du tout flippant en fait. Je vois plutôt le repos aussi en fait, d'abord, je crois. Et puis
En fait, pour moi, ça entre très directement en résonance avec les représentations que je me fais de la création, du processus de création. Genre vraiment le souterrain et l'aérien. Et puis, moi, depuis des années, je vois vraiment, mais qu'on parle de littérature ou des arts en général, que un livre ou un spectacle ou une perfo, c'est une manifestation visible, mais d'un organisme qui existe, qui continue d'exister en tout temps, même quand il ne se passe rien de visible. Et je vois, pour moi, vraiment, l'image parfaite, c'est les champignons et puis le mycélium. Et puis ce mycélium, pour moi, il comprend celui qui crée, mais il ne se recoupe pas complètement avec celui qui crée, je pense. Il y a aussi d'autres choses qui interviennent, déjà dans le sol. Et puis, je ne veux pas filer la métaphore à l'infini, mais je pense que c'est aussi un peu indépendant de celui qui crée. Ça m'est aussi arrivé de me sentir utilisée par quelque chose qui voulait advenir, sans faire trop de mystique. Hein, mais ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Déjà, je vous remercie toutes les deux pour la présentation que vous avez faite de ce travail. Moi, je trouve intéressant sur la notion de latence, c'est que le texte, il est aussi révélateur d'une certaine latence qu'on a aujourd'hui, même dans nos existences. Enfin, j'ai pas envie de confondre la fiction et la réalité, mais et en fait, c'est le cas de plein d'œuvres. Moi, j'ai l'image d'une série qui s'appelle Utopia, qui a été créée il y a longtemps, bref, et qui a été reprise par les Américains et qui est sortie juste avant le confinement. Et cette série, elle parle d'un virus super contagieux, mortel. Et en fait, ce qui est super fort dans le livre aussi, c'est que le moment auquel il est sorti, ça révèle quelque chose de latent de nos sociétés. Du coup, la latence, comment dire, et c'était presque, on parle de quelque chose de, souvent dans ces cas-là, on parle de quelque chose de prémonitoire, mais en fait, c'est que c'était quelque chose qu'on ressentait déjà et qu'on avait déjà vécu, en fait. Et je sais pas. Et pour moi, la latence ici, c'est la question de l'omniprésence, c'est le fait de vivre dans un monde qui est dans les vestiges d'un autre monde. C'est super fort, je trouve, l'anticipation sur la notion de latence, qui devient aussi une latence passée de cette omniprésence-là. Et en fait, le jeu avec le temps, la confusion des temps, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant, en fait, dans ce travail-là. Voilà. En dehors du temps grammatical, mais surtout sur les notions des temporalités qui existent, coexistent et qui reviennent. Voilà. C'est un peu confus, je suis désolée. Non, mais voilà. merci. Moi, je crois que j'ai compris. En tout cas, vivre... j'ai entendu vestige du monde, peut-être, et j'ai l'impression que c'est aussi ça, peut-être, sans doute, vous connaissez la notion de dissonance cognitive. Elle est beaucoup utilisée dans les théories du collapse, c'est-à-dire qu'il y a un décalage qui peut perturber entre ce qu'on perçoit, ce qui est socialement normal, ce qui est notre monde, notre environnement, et ce qu'on sait justement. On a parlé, on ne croyait pas ce qu'on savait. On a toutes les données pour savoir que ça ne peut pas durer, que voilà, des enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, très probablement, ils ne vivront pas du tout dans le même monde quand ils seront adultes. Et qu'est-ce qu'on fait de ce double rapport au monde, ce qu'on sait du futur, ce qu'on est bien obligé de vivre maintenant. Donc, oui, on est un peu, on doit vivre dans les vestiges d'un monde en faisant semblant que c'est pas des vestiges, en faisant semblant que c'est appelé à durer, alors qu'on sait que ça ne sera pas le cas. Vous voulez faire une pause ? C'est peut-être le moment de la pause, effectivement. Merci beaucoup encore.